Bonjour à tous. Évolution, changement, transformation. Muriel m'a donné ces trois mots. Avec ces trois mots, on fait beaucoup de choses. Le premier des trois mots, on aurait dû commencer par changement en fait. Pourquoi changement? Parce que la matière que les scientifiques se proposent d'expliquer rationnellement et collectivement, eh bien cette matière justement, elle se définit par sa capacité à changer. Et donc en fait, qu'on soit au niveau atomique, chimique, physique, le changement est foncier. Après, si vous voulez regarder du biologique, eh bien on va changer de mot. Au cours de l'histoire des sciences, on a utilisé le mot transformation, changer de forme, et puis on a parlé d'évolution. Alors justement, l'évolution, c'est un mot compliqué parce qu'en fait, d'abord c'est un mot de la langue courante, donc souvent ça complique les choses, on croit comprendre et on ne comprend pas toujours. Et puis c'est un mot qui a changé de sens au cours même de l'histoire des sciences. Alors on va regarder un petit peu 5 acceptions courantes du mot évolution. Et nous examinerons en deuxième partie de matinée les catégories mentales que nous fabriquons sur des objets dont nous disons qu'ils évoluent. Qu'est-ce qui évolue? Si ça évolue, en quoi ce qui évolue reste le même? En quoi peut-on reconnaître que ce qui a précédé a évolué précisément? Le rapport entre la stabilité des mots et le changement incessant de la matière. Alors, dans un premier temps, l'évolution est comprise dans un champ très restreint qui est celui de la biologie. C'est le processus spécifique par lequel les espèces vivantes se transforment. Ça, c'est l'acception la plus courante, la plus couramment répandue du mot évolution. Mais si on est un peu plus sophistiqué, on peut comprendre que l'évolution, c'est la théorie générale de la biologie, et pas seulement de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie également. L'évolution est parfois comprise par nos publics comme un déroulement, c'est-à-dire le récit historique de la succession des formes de vie à la surface de la planète. Et parfois même, ce récit incorpore l'histoire de la planète elle-même, pas seulement celle du vivant, mais aussi le cadre dans lequel le vivant évolue précisément. Une espèce de scénario, vraiment, on vous raconte une histoire. L'évolution, ça peut être mentalement visualisé comme une espèce d'arborescence, des lignes parallèles, qui font néanmoins souche commune. Quand vous dites que quelqu'un évolue, en général, c'est plutôt un compliment. Alors, il faut que tu évolues, hein, ou alors quand on dit « Ah, mais il a évolué », ça veut dire souvent qu'il a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, le changement des espèces est conçu comme une amélioration, mais cette amélioration, au lieu d'être considérée comme une adéquation entre les formes vivantes et les conditions du milieu dans lesquelles elles vivent, ce qui serait d'ailleurs pas vraiment une amélioration, ce qui serait juste une optimisation des conditions de vie, eh bien, elle est conçue dans une trame générale qui va emmener les êtres vivants vers un destin meilleur, une pensée d'ailleurs qui culmine avec un mélange des genres chez Teilhard de Chardin en France, hein, qui est à la fois jésuite et paléontologue, et qui va faire de cette évolution, si vous voulez, un discours téléologique en même temps qu'un discours théologique. Et donc cette évolution menant à un progrès, c'est un héritage de la charnière 19e-20e siècle qu'on se trimballe toujours aujourd'hui, dans un arbre phylogénétique qui, lui, est dépourvu de tout progrès. Car la notion de progrès, je vous le rappelle, c'est une notion de valeur, ce n'est pas une notion de fait. Progrès pour qui? Ce que fait un guépard ou ce que fait une bactérie, est-ce que c'est un progrès pour l'homme? Est-ce que fait l'homme? Est-ce que c'est un progrès pour une pâquerette? Le progrès pour qui? Je vous le demande. Donc la marche vers le progrès, ce n'est plus une pensée que la biologie véhicule aujourd'hui en principe, mais dans la tête de nos publics, culturellement, ce progrès est toujours installé. Et donc si vous parlez d'évolution à un public, il faut déminer le terrain de bien des manières. Ça, c'est l'une des manières dont il faut déminer le terrain. Et pour finir, l'évolution, c'est compliqué parce que l'origine du mot est orthogonale, est incompatible avec ce que l'on sait aujourd'hui des processus de l'évolution. Je m'explique. Evolvere, ça veut dire se déployer, se dérouler. À l'origine, au XVIIIe siècle, le mot évolution est utilisé pour signifier le déploiement de ce qui est contenu en germe. C'est-à-dire, on va utiliser ce mot pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement embryonnaire.
quelque chose est sous forme quelque chose est sous forme de potentiel, si vous voulez, et ce potentiel va se déployer, mais tout ce qui se déploie était prévu dans le potentiel. C'est presque une notion préformationniste, c'est-à-dire que la forme qui va se déployer est déjà contenue en germe à l'origine. Il n'y a pas de place pour le hasard là-dedans, puisque je viens de vous dire que tout ce qui se déploie est contenu en germe dans la forme potentielle. Et donc, comme il n'y a pas de place pour le hasard, on est complètement incompatible avec l'évolution telle qu'on la conçoit aujourd'hui, vous allez le voir dans un instant. L'évolution darwinienne a ceci d'original qu'elle prévoit que le changement qui affecte un être vivant ne se produit pas en prévision des besoins du porteur de ce changement. Ça, c'est la véritable originalité de la pensée de Darwin. Et donc, pourquoi ne le fait-elle pas ? Justement parce que ce changement, c'est le changement fondamental de la matière qui va dans toutes les directions et qui n'est pas piloté, si vous voulez, par les besoins de l'organisme. Et donc l'évolution, ça n'est certainement pas aujourd'hui le déploiement de ce qui est contenu en germe. C'est certainement pas la préformation. Donc la difficulté, mais là pour le coup pas pour le public, une difficulté historique, c'est qu'à l'origine l'évolution c'était le déploiement d'un potentiel. Alors qu'aujourd'hui, les milieux vont trier la variation qui se produit indépendamment des besoins du porteur des variations. Le milieu, vous ne savez pas de quoi il sera fait demain. Vu que c'est lui qui trie, vous ne pouvez pas prévoir le destin des espèces. Enfin bref, il n'y a pas de potentiel à révéler, quoi. Et donc en fait, vous voyez, on a toutes ces difficultés empilées sur la notion d'évolution. Alors de quoi va-t-on parler quand on est biologiste ? On va parler essentiellement, le plus souvent, du processus par lequel les espèces se transforment. Et là je parle d'une évolution dont les biologistes parlent. Et on va parler aussi de la théorie générale de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie. Ça c'est l'acception la plus courante, l'acception scientifique j'entends, la plus courante du mot évolution. Mais je n'ai pas de prétention à normer aujourd'hui ce mot, c'est-à-dire que ce mot, il peut être utilisé. Il y a une pratique, il y a un usage de ce mot en biologie, en anthropologie, en paléontologie, mais ce mot, évidemment, pourrait être utilisé dans d'autres champs de la connaissance. D'ailleurs, avec Muriel, on y réfléchit en réseau interdisciplinaire. Dans quelle mesure ce mot, ça sera peut-être l'objet du débat d'ailleurs cet après-midi, dans quelle mesure ce mot est extensible à d'autres changements, à d'autres niveaux de la matière, niveau microscopique ou niveau macroscopique. On verra ça plus tard. Alors, un problème de perception de l'évolution par nos publics, parmi les multiples problèmes, je ne vais pas faire la liste complète, mais il y en a un qui est important, c'est qu'en fait, quand je vous dis que l'évolution est la théorie générale de la biologie, c'est que nos publics n'ont pas de notion de ce que c'est qu'une théorie scientifique. Ou plutôt, la plupart des réactions qu'on a vis-à-vis du mot théorie est une réaction péjorative. Une théorie est conçue comme une spéculation, la plupart du temps. Une théorie est conçue comme un empilement de conjectures, mais vous voyez, d'ailleurs vous voyez dans le langage courant, quand on dit que quelque chose est théorique, ça veut dire que c'est pas sûr. Oh là c'est théorique. Même parfois on rigole, on dit théoriquement c'est ça, mais en sachant très bien que justement dans les faits c'est pas ça. Et donc le mot théorie lui-même est chargé de péjoration dans le langage courant, ce qui fait qu'on a du mal quand on est scientifique à défendre cette idée il n'est pas de science sans théorie. Excuse-moi de vous dire des choses triviales, mais il n'est pas de science sans cadre théorique. J'aime bien cette phrase du zoologiste Whitman qui disait au XIXe siècle qu'une théorie sans fait n'est qu'une fantaisie, certes, mais que des faits sans théorie ne sont que chaos. Le rôle des théories, c'est d'organiser évidemment le puzzle des faits. Et d'ailleurs, si une théorie est cohérente, si les pièces du puzzle s'agencent sans que vous ayez à passer de coups de lime sur les pièces pour les faire rentrer de force, si les théories sont cohérentes, eh bien les pièces du puzzle qui sont manquantes, vous pouvez les prévoir. Les théories sont là pour qu'on puisse faire des prédictions. Sans théorie, il n'y a pas de prédiction possible. Donc évidemment, quand on se gratte la tête en se disant « mais est-ce que l'évolution est une théorie ou est-ce que l'évolution sont des faits ?» le « ou » est pernicieux, si vous voulez. C'est les deux. L'évolution est bien une théorie, effectivement. C'est un cadre théorique général, et cette théorie relate des faits d'évolution.
La résistance des insectes aux insecticides, la résistance des bactéries aux antibiotiques, ce sont des faits d'évolution. Et évidemment, vous ne comprenez ces faits d'évolution qu'à travers la théorie de l'évolution. Alors vous allez me dire, comment vous faites? Si les faits et les théories se nourrissent mutuellement, comment faites-vous pour changer de théorie, puisque la théorie rend compte de la cohérence des faits entre eux, et les faits, pour être éclairés, ont besoin d'une théorie. Donc si les deux ont besoin l'un de l'autre, comment faites-vous pour changer de théorie? Eh bien, on a des critères en science, hein. On a des théories qui sont plus ou moins cohérentes ou plus ou moins étayées. Mais ces théories-là sont étayées de fait avec un indice de cohérence donné. Cette théorie-là est étayée des mêmes faits avec un autre indice de cohérence. Et ces indices de cohérence, nous les comparons. Alors, quand je dis indice de cohérence, j'ai envie de vous dire parcimonie. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de parcimonie, qui est une fonction rationnelle de l'être humain, la fonction de parcimonie, c'est une fonction de cohérence. Simplement, il suffit de vous dire que plus une théorie est incohérente, plus les pièces du puzzle sont incompatibles entre elles, plus vous avez besoin de passer de coups de lime sur les pièces pour les faire rentrer de force dans le puzzle. Donc vous n'êtes pas parcimonieux si vous faites passer des coups de lime. Vous ajoutez ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc, des hypothèses faites pour, des hypothèses surnuméraires non documentées dans le monde réel. Plus vous documentez d'hypothèses dans le monde réel surnuméraire, moins vous êtes parcimonieux, et vous le faites parce que vous avez besoin de tamponner les défauts de cohérence. Et puis évidemment, à l'inverse, plus une théorie est cohérente, moins vous avez besoin de rajouter d'hypothèses surnuméraires non documentées, et donc cette théorie est parcimonieuse. On choisit les théories les plus parcimonieuses parce que ce sont des théories cohérentes. Et je terminerai sur ce point en vous disant simplement, en évolution, on a souvent tout le monde fait cette erreur, hein, même des scientifiques, on a souvent cette erreur qui consiste, elle est même générale dans toutes les sciences d'ailleurs, elle consiste à projeter les propriétés intellectuelles de l'observateur sur les objets observés. Souvent on nous dit, nous les phylogénéticiens, on dit « Ah, vous reconstruisez l'évolution avec le principe de parcimonie, mais qu'est-ce que vous en savez que l'évolution a été parcimonieuse ?» nous dit-on. Eh bien cette question porte en elle-même sa propre erreur. C'est une question qu'on pourrait qualifier d'absurde, parce que personne n'a jamais dit que l'évolution, ou personne n'a jamais présupposé que l'évolution ait pu être parcimonieuse. Ça n'a aucun sens. La fonction de parcimonie, c'est la fonction d'économie d'hypothèse. C'est l'observateur qui fait des hypothèses, c'est pas la nature. Ça me rappelle le cardinal Poupart, qui justifie l'existence de Dieu en disant « Ah, la nature est rationnelle. La rationalité de la nature prouve l'existence du Créateur. » Mais qui est allé chercher que la nature était rationnelle? La rationalité, si on la définit, c'est une propriété de l'observateur, ce n'est pas une propriété de l'observé. La parcimonie, c'est la même erreur. Enfin, c'est une erreur générale, en fait. Hein. Celle qui consiste à projeter sur les objets les fonctions de compréhension du monde que nous utilisons, nous, êtres humains, les fonctions de rationalité que nous utilisons pour comprendre le monde. Alors la parcimonie n'est pas une propriété de l'observé, c'est une propriété de l'observateur. Donc c'est vous qui êtes parcimonieux parce que c'est vous qui faites de l'économie d'hypothèse. Alors comment on choisit nos théories? Vous avez déjà, je pense que vous avez compris. Théorie numéro 1, théorie numéro 2, là vrai, je le fais vraiment très vite. Il y a les mêmes fossiles en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Ces fossiles sont incapables anatomiquement de traverser un océan Atlantique de 4000 km de large. Et donc il faut expliquer la présence de couches fossiles au Trias sur ces deux continents. Alors dans la théorie numéro 2, ici, c'est la théorie de la fixité des continents. On enseignait d'ailleurs dans les années 60 encore les deux théories à l'université. On inventait des ponts continentaux pour rendre compte de l'identité des fossiles sur les deux continents, au Trias. On inventait des ponts continentaux pour rendre compte de ces fossiles. Ces ponts, le problème, c'est qu'on n'en a aucune trace sur le fond de l'Atlantique. En fait, ça fonctionne comme une hypothèse surnuméraire non documentée dans le monde réel. On suppose l'existence d'un pont, il y a une paléogéographie fixiste, on en a même fait des atlas qui sont succulents à feuilleter aujourd'hui. À chaque étage de la géologie, vous avez des ponts dans tous les sens pour rendre compte justement de la répartition des faunes du passé. Ce pont-là, vous n'en avez aucune trace, mais vous le supposez. Il est là pour tamponner l'effet contradicteur de l'identité des fossiles sur deux continents qui, au Trias, étaient supposés séparés. Alors que dans la théorie numéro 1, il n'y a pas besoin de faire d'hypothèse surnuméraire, puisque cette théorie prévoit précisément, grâce d'ailleurs à un mécanisme qu'on documente par ailleurs, qui explique pourquoi les continents ont bougé et la tectonique des plaques,
eh bien, ces faunes et ces flores sont une seule et même faune et flore au Trias sur un continent qui était unitaire et qui depuis a été séparé. Donc cette théorie n'a pas besoin d'hypothèses surnuméraires non documentées, sachant qu'elle a un mécanisme sous-jacent pour expliquer pourquoi les continents bougent. Cette théorie-là est plus faible, elle est moins cohérente et donc moins parcimonieuse. C'est comme ça que les théories changent. C'est un résumé extrêmement court, je vous l'accorde, mais ça va mieux en le disant sur le rapport entre les faits et les théories. Alors un autre problème que l'évolution va avoir, on va passer à un autre chapitre maintenant, c'est que l'évolution donc signifie à la fois le mécanisme et le déroulement du changement organique, là si je parle de la biologie, mais pour dire que quelque chose évolue, il faut nommer cette chose. Et quand vous nommez quelque chose, vous avez déjà fabriqué un concept dans votre tête. Et donc le concept, il ne vaut que parce qu'il a une certaine stabilité. Je veux dire par là que notre langage est fait pour communiquer, bien sûr, et que si ce qui est à nommer chaque seconde a changé et requiert un nom nouveau, on finit par ne plus savoir de quoi on parle. Dit autrement, le fait d'avoir à parler va nous forcer, psychiquement si vous voulez, à bloquer le réel temporairement dans des sas qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire vous projetez sur une nature qui n'arrête pas de changer des blocs dont vous savez qu'ils sont des sas temporaires pour recevoir un nom à peu près stable. Vous ne pouvez pas donner un prénom à chaque atome. Vous ne pouvez pas donner un prénom à chaque bactérie, un prénom à chaque pâquerette. Vous n'arriveriez pas à parler de la nature, en fait. Hein. Donc pour arriver à parler de la nature d'une manière assez générale, vous avez besoin de projeter sur la nature des boîtes, des concepts, si vous préférez, des invariants, qu'il va falloir gérer. Parce que le problème, ce n'est pas tant de faire des invariants, c'est une nécessité langagière. Hein. On a besoin de faire des boîtes. Là, c'est une boîte, il s'appelle Michel Simon, et puis là, la boîte, elle s'appelle toujours Michel Simon. C'est un invariant, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus un seul atome commun entre cet individu à l'âge de 17 ans et cet individu à l'âge de 75 ans. Et tout a changé là. Et ne me parlez pas de sa mémoire, la mémoire elle s'altère. La mémoire c'est une propriété émergente qui se construit sur des réseaux de neurones, lesquels neurones d'ailleurs eux ont leur propre métabolisme, ils remplacent eux-mêmes leur matière. Ces neurones s'altèrent, ils meurent éventuellement. La mémoire s'altère aussi. Aucune des propriétés émergentes relevant de la matière n'est susceptible de rester immuable. Tout est susceptible de changer puisque ça repose évidemment sur de la matière. Donc cet individu-là, il a beau avoir une mémoire, cette mémoire s'altère. En fait, si vous étiez rigoureux, si la façon dont vous nommez les choses dans le monde matériel tenait compte du changement, eh bien ce jour-là, le jour de cette photo, il aurait un nom, mais le jour de cette photo, il aurait un autre nom. D'ailleurs, certaines sociétés le font. Je crois que c'est en Inde, on donne, selon le moment du développement de la vie individuelle, on donne un prénom différent à une personne, selon si elle est enfant, adolescent ou adulte. Donc vous pourriez décider de nommer différemment cet individu du fait qu'il change au cours du temps. Eh bien, dans notre culture, dans les cultures monothéistes, on décide de privilégier le principe d'identité de soi à soi, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner le même prénom et le même nom à cet individu, ce qu'on appelle un individu en fait. On va donner le même nom et le même prénom tout au long de sa vie. Bon bah voilà, vous avez tranché dans la négociation. C'est plus le même du tout, mais vous lui donnez quand même le même nom. Il pourrait en être autrement. Hein. Alors, ce problème-là, on va l'avoir en biologie, hein, on va l'avoir en plein, parce que si vous considérez un flux de génération, rien n'est stable. Ça, c'est pas stable. Hein. Un individu, c'est pas stable. Vous vieillissez, ça veut dire que vous n'êtes pas stable. Rien n'est stable, en fait. Donc, vos générations se suivent et ne se ressemblent pas. Il va y avoir un moment où vous allez devoir décider, d'une génération à l'autre, de trancher sur la convention de langage. Sinon, vous donnez le même prénom à toute la généalogie du vivant. D'accord ? Donc il va y avoir un moment où il va falloir prendre une décision.
Ben c'est ça les invariants. Comment est-ce qu'on les gère en fait? Comment est-ce qu'on arrive à rendre cohérence d'ensemble dont la nécessité ne relève que de notre besoin de stabilité langagière? Comment on va arriver à gérer ces ensembles sur un flux qui, lui, ne cesse de changer, et de manière continue? Bon, ça c'était pour la mémoire. Kiki le poisson rouge, il a 3 heures de mémoire, mais c'est le même problème. Hein. Juillet, septembre ou novembre, vous allez l'appeler Kiki. Et puis donc, en fait, on est toujours embêté avec cette histoire de nécessité stabilité langagière par rapport à des entités qui changent tout le temps. Alors, il y a une des attitudes, je parlais tout à l'heure de la gestion des invariants, le problème que va avoir l'évolution, c'est de gérer, la gestion de ces invariants, elle est subtile. Elle est subtile parce que notre culture monothéiste va avoir tendance à considérer que les invariants se justifient du moment que ce qu'ils contiennent ne change pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'était l'espèce de Linné, L-I-2-N-E, botaniste suédois du début du XVIIIe siècle. Pour lui, l'espèce est réelle. L'espèce est dans la nature. Ce n'est pas une nécessité langagière, c'est vraiment quelque chose de contenu dans la nature. Et elle ne se justifie que parce que vous négligez le changement. Vous négligez la variation à l'intérieur de l'espèce. C'est-à-dire que cet invariant, il va devenir une source de blocage. Gérer les invariants, si on sait que ces invariants ne sont que des nécessités langagières, ça va. Mais si cet invariant ne se justifie que parce que justement vous interdisez de voir que ce qu'il contient change, là, ça commence à bloquer. On ne fait pas d'évolution aujourd'hui dans la pensée de Linné. Puisque Linné part du principe que l'espèce existe et que ce qu'elle contient n'a pas à changer précisément. Pour Linné, la variation est une corruption matérielle du plan divin de création. Est-ce que c'est clair? Donc le problème dans la biologie, c'est qu'on hérite. On hérite de la pensée de Platon et qu'on ne fait pas de biologie moderne dans Platon. Le monde des idées n'a pas de priorité ontologique sur les réalités matérielles que ces idées désignent. Ça, c'est pas possible de faire d'évolution là-dedans. Alors avec Linné, c'est normal, on ne fait pas d'évolution. Linné n'avait pas d'évolution en tête, il était fixiste, créationniste, essentialiste. Donc il était cohérent, Linné. Mais si vous ramenez la pensée linnéenne dans la biologie d'aujourd'hui, il va se produire pas mal de problèmes. D'ailleurs, il s'en produit. Un des blocages majeurs de la réception de l'évolution dans les publics, c'est précisément que l'évolution rompt les essences qui sont celles que vous avez apprises dans votre culture. Nous sommes dans une culture, contrairement à ce que beaucoup disent, on est dans une culture essentialiste. Pourquoi est-ce que vous avez des gens, il y a un an, là où il y a presque un an, pourquoi il y avait des centaines de personnes dans la rue contre l'enseignement du genre, à votre avis? Si ce n'est justement qu'une bonne partie des partis politiques conservateurs ont comme fond de réserve philosophique un essentialisme foncier. L'assignation de votre genre social est inscrite par essence dans votre être. Vous n'avez pas le choix de décider de votre essence. L'essence, elle a une origine qui vous transcende. La biologie évolutionniste, comme la sociologie d'ailleurs, enfin les sciences libèrent en principe l'individu des essences assignées. C'est pour ça que l'évolution est combattue au Conseil de l'Europe et au Parlement européen. L'enseignement de l'évolution est combattu, l'enseignement du genre est combattu par les mêmes partis politiques conservateurs qui ont une conception de l'existence des choses essentialiste. C'est-à-dire que vous portez une essence qui vous rattache à la catégorie qu'une décision transcendante, à laquelle une décision transcendante vous a assigné. Et ce n'est pas vous qui décidez. Donc, mesdames, votre destinée, c'est de faire la vaisselle et de faire des gamins. Hein. Dans cette pensée-là, je veux dire. Je vous résume les choses. Hein, mais, Bon, alors, pourquoi est-ce que nous sommes essentialistes? Parce que nos yeux sont surentraînés à repérer ce qui est régulier et à négliger ce qui est irrégulier. Si vous souriez en regardant cette image, c'est que vous avez déjà intégré cette idée que des rhinocéros font des pieds que les rhinocéros et les éléphants font des pieds que les éléphants. Si vous souriez, c'est parce qu'en fait, c'est normal, vous êtes pour prendre vos décisions et pour vous rassurer peut-être, vous avez repéré dans le monde réel déjà, vous avez enregistré tout ce qui est régulier et vous avez négligé les irrégularités. Et ça, c'est vraiment, il n'y a pas de reproche à faire à ça. Je veux dire, si nous étions dans un monde sans régularité,
D'abord, ça nous angoisserait, je pense, et puis c'est surtout qu'en fait, on pourrait pas prendre de décision et commettre des actes compatibles avec notre survie. Donc nous sommes surentraînés à repérer ces régularités, et nous aimons bien penser qu'elles font partie de la nature. Le problème, c'est que la nature, elle est irrégulière, et que pour faire de l'évolution, en biologie en tout cas, il va falloir vous débarrasser de tout un tas de bagages culturels, qui d'ailleurs vous décentreront. Une des raisons pour lesquelles l'enseignement de l'évolution est combattu. Si vous entendez parler de contestation de l'évolution, ce n'est pas que cette théorie soit spécialement fragile, au contraire, c'est une des plus belles théories dont les sciences puissent disposer. Si elle est combattue, c'est précisément qu'elle prend un rebrousse-poil, véritablement le fond philosophique des monothéismes, des trois religions du texte. Il y a moins de problèmes avec l'évolution en Extrême-Orient, par exemple. La négociation langagière, avec ce qui change tout le temps, elle est la suivante, au moins dans l'histoire de la biologie. Vous aviez ce fameux Linné dont je parlais tout à l'heure, Li2Ne, début du XVIIIe siècle. Comment négocier entre, d'une part, le fait que les choses changent et varient, et d'autre part, la nécessité que vous avez de la nommer sans avoir à donner un prénom à chaque individu, voire à chaque atome. Alors, Linné, lui, il tranche la négociation en niant la réalité du changement, ou du moins en limitant la portée du changement. Donc Linné est fixiste, il est cohérent avec lui-même, les espèces ont été créées de la main divine, donc là, Linné, il ne voit au milieu qu'une seule chose. Il voit qu'une seule chose, et le fait que ces choses aient des couleurs différentes à la surface, pour lui, c'est de la corruption matérielle de plan divin de création. La variation intraspécifique est négligeable pour Linné. Alors vous pensez bien qu'il ne peut pas y avoir d'évolution. Chaque individu porte l'essence dont l'origine le transcende. D'ailleurs, il voit le type coccinelle, il ne voit que des types. C'est la pensée typologiste aussi. Alors que pour Darwin, la négociation va dans l'autre sens. Pour Darwin, la catégorie que vous fabriquez là-dessus, ce n'est qu'une convention langagière en fait. Les espèces, pour Darwin, ne proviennent du fait, elles ne sont que l'effet poussé de la variation, et elles proviennent de la nécessité que nous avons de nommer des communautés de reproduction. Donc on va négocier sur la réalité de la catégorie. La catégorie n'est pas réelle, la catégorie est produite par nous, ce qui permet à Darwin de se focaliser sur la variation précisément. Et là, il voit 24 choses, Darwin. Linné n'en voit qu'une, Darwin en voit 24. Et donc la variation est considérée comme fait premier du corps biologique. Enfin, son expression à grande échelle. On pourrait discuter de la variation à l'échelle chimique, mais Darwin se propose en l'occurrence de travailler sur le biologique. Et le biologique, si vous acceptez de regarder la variation, en fait cette variation elle est foisonnante. Elle est foisonnante et la question devient la suivante. Comment, malgré une variation foisonnante, dont je n'arrive même pas à épuiser les limites, comment est-ce qu'on arrive à avoir des choses régulières qu'on pourrait appeler éventuellement des espèces? Retenez bien ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'on vous a enseigné l'évolution. La question de Darwin, ce n'est pas de savoir comment les espèces changent. Ça, c'est très important à comprendre. La question de Darwin, c'est de comprendre comment, malgré la variation, on arrive à conserver du semblable. Et ça, si vous comprenez ça, vous avez compris pourquoi est arrivée ensuite la sélection naturelle. Parce que si je vous dis sélection, eh bien, je vous dis rétention d'une solution momentanément compatible avec la survie. Et donc, je vous parle de l'émergence d'une régularité, pas d'une irrégularité. L'irrégularité, elle provient du monde physico-chimique. Le monde chimique et le monde physique, il n'a pas besoin de demander l'autorisation à l'organisme pour changer. Il se fait tout seul, le changement. Donc l'évolution, à la base, n'explique pas comment on a du changement. Ça, c'est la physique et la chimie qui nous l'expliquent. L'évolution biologique explique comment vous avez des régularités malgré le changement foncier à petite échelle. Et ça, on ne vous l'a pas enseigné. On ne vous a pas enseigné Darwin, on vous a enseigné l'évolution d'Ernst Mayr. Le problème d'Ernst Mayr, c'est c'est un mélange de pensée linnéenne et de pensée darwinienne. C'est un mélange des deux, ce qui fait que moi, l'évolution qu'on m'a expliquée, on m'a dit le rôle de la sélection naturelle, c'est d'expliquer comment les espèces changent. À l'origine, non. Le rôle de la sélection naturelle, c'est d'expliquer comment vous avez des régularités alors que le changement est foncier. Donc si vous avez compris ça, vous avez déjà compris une bonne partie de Darwin, de la pensée de Darwin. Darwin est un des auteurs les plus lus et en même temps les plus mal compris, pour des raisons la plupart du temps idéologiques. Alors la différence entre le mot transformation et le mot évolution. Darwin n'est pas le premier à concevoir les modalités du changement organique
Lamarck, un Français, en 1809, dont vous avez certainement entendu parler, réfléchit déjà à une théorie générale du changement du vivant. Il y réfléchit déjà, et Lamarck, on peut dire que il convient bien à sa théorie le mot de transformation. Transformation, ça veut dire changer de forme. Comment est-ce que les organismes changent de forme pour Lamarck ? Eh bien, on a cette idée que les organismes, pour subvenir à leurs besoins, produisent des efforts. Ils produisent des efforts, et en produisant des efforts, ils entraînent certains de leurs organes, et par défaut d'effort, ils diminuent par atrophie d'autres organes. Comme il y a hérédité des caractères acquis au cours de la vie individuelle, le renforcement des organes ou les défauts de renforcement sont transmis à la génération suivante. Donc là, vous avez une population qui change, mais elle change de manière assez homogène, puisque ce sont les mêmes efforts que tous les organismes vont faire pour subvenir à leurs besoins. On dit que la théorie de Lamarck est une théorie instructiviste du changement, c'est-à-dire que le milieu va instruire, de par les efforts qu'il imprime, qu'il force à faire aux organismes, il va en quelque sorte instruire celle des variations qui va devoir sortir directement. Avec la théorie de Lamarck, quand vous regardez ce qui se passe à l'échelle d'un individu, vous avez l'image de ce qui se passe à l'échelle de la population. Donc vous avez une conception individuelle du changement et vous avez une théorie instructionniste du changement ou de la transformation. Le raisonnement darwinien est assez différent. Le raisonnement darwinien, c'est que ce qui est pris comme fait premier, ce n'est pas les efforts que les organismes doivent faire. Ce qui est pris comme effet premier, c'est la variation. En fait, une des différences entre Lamarck et Darwin, c'est que Lamarck découvre ce processus en s'interrogeant sur l'origine de la variation. Comment on passe d'un état à un autre ? Alors que pour Darwin, à l'échelle individuelle j'entends, pour Lamarck, alors que pour Darwin, on ne réfléchit pas en première instance sur comment on passe d'un état à un autre, à l'échelle individuelle. Lamarck travaille à la source de la variation. Darwin ne travaille pas à la source de la variation. Pour lui, la variation, c'est une boîte noire. Il ne sait pas ce qui produit la variation. Il ne connaît pas les règles de l'hérédité non plus, d'ailleurs, pas plus que Lamarck. Et donc, pour Darwin, il suffit de partir du constat que la variation se produit. Il prend très au sérieux le fait qu'à la surface des coccinelles que vous avez vues tout à l'heure, il y avait des couleurs différentes. Et c'est par une reproduction différentielle, permise par le milieu dans lequel les organismes se tiennent à un moment donné, que certains variants vont faire plus de petits que d'autres aux générations suivantes. Darwin ne connaît rien des règles de l'hérédité. Il admet tout à fait l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. Vous verrez ça encore aujourd'hui dans tous les débats sur l'épigénétique, c'est fatigant. Les gens vous disent l'épigénétique, elle est lamarckienne, c'est le retour de Lamarck. C'est absurde, vous allez comprendre pourquoi c'est absurde. La différence entre Lamarck et Darwin, ce n'est pas l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. La différence est la suivante. Pour Lamarck, la variation apparaît aux besoins du porteur, puisque c'est en faisant un effort pour subvenir à ses besoins que le porteur va produire cette variation. Alors que pour Darwin, la variation, elle est fortuite. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la théorie darwinienne de l'évolution, elle prend très au sérieux la notion de hasard. Nous avons horreur du hasard, nous y sommes allergiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles Darwin n'est toujours pas digéré dans les sociétés monothéistes. C'est que quand vous dites que le processus biologique du changement des espèces ou de la stabilisation des espèces, c'est un processus qui est foncièrement, fortuit, vous réactivez un monde qui nous angoisse parce que nous voulons, psychiquement, nous voulons avoir été désirés dans ce monde, si vous voulez. Si vous dites que vous êtes là par hasard, ce dont je suis convaincu au demeurant, mais c'est pas digeste. En général, c'est pas digéré. Vous avez besoin d'avoir été voulu. C'est une projection infantile de transférer notre besoin d'amour parental sur la nature. Vous voulez avoir été désiré et il n'est pas possible de penser pour vous autre chose que la nature puisse naître sans avoir été désiré. Donc le hasard, nous y sommes allergiques. Alors, effectivement, chez Darwin, cette variation, elle se produit non conformément aux besoins du porteur, elle se produit au hasard. Pour Lamarck, c'est par la volonté, entre guillemets, du porteur que la variation se produit, puisque c'est par les efforts qu'elle se produit.
Deuxième différence, je vous ai dit, si vous regardez le changement à l'échelle de l'individu chez Lamarck, vous avez une image de ce qui se passe à l'échelle de la population. Chez Darwin, pas du tout. Si vous regardez ce qui se passe à l'échelle d'un individu, enfin d'une filiation d'individus, hein, on est d'accord, là et là, c'est pas le même individu, c'est juste les descendants, hein, c'est une filiation. Chez Darwin, si vous regardez ce qui se passe d'une génération à l'autre, pour un individu, vous n'avez pas l'image de ce qu'il y a pour la population. Ce qui vous induit à faire la différence fondamentale entre ce qu'on appelle une aptitude et une adaptation. Ce n'est pas du tout la même chose. L'aptitude est une propriété individuelle, l'adaptation est une propriété populationnelle. Alors, vous pouvez confondre les deux quand vous êtes chez Lamarck, puisqu'il n'y a pas de différence de niveau. Donc, apte ou adapté chez Lamarck, c'est la même chose. Alors que chez Darwin, être apte ou être adapté, ce n'est pas du tout la même chose. Donc quand vous dites par erreur que le changement darwinien, c'est la survie du plus adapté, c'est absurde. Parce que ce qui est adapté, c'est la population, ce n'est pas l'individu. Si vous dites la survie du plus apte, oui, peut-être. Parce que l'aptitude, c'est quelque chose qui se mesure à l'échelle d'un individu. Mais l'adaptation, non. C'est à l'échelle de la population que ça se passe. Donc comme il y a ces deux différences fondamentales, en plus de la transformation, on rajoute aujourd'hui, par convention de langage, le mot évolution sur le processus darwinien. Hein, par convention de langage. Donc, je résume, les deux différences entre les auteurs, ce n'est pas l'héritabilité des caractères acquis. La première différence, c'est que chez Lamarck, la variation apparaît aux besoins du porteur. Chez Darwin, la variation apparaît indépendamment des besoins du porteur. La deuxième différence, c'est que ce qui se passe à l'échelle de l'individu reflète ce qui se passe à l'échelle de la population chez Lamarck, pas chez Darwin. Donc l'épigénétique moderne, alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce que c'est que l'épigénétique. L'épigénétique, c'est grosso modo ce phénomène qui consiste à dire que nous livrons à la génération suivante pas seulement des gènes, mais aussi un cadre de lecture. Et que ce cadre de lecture porte la marque des expériences individuelles des parents. Eh bien, ce cadre de lecture, qui sont en général des modifications chimiques sur certaines parties de l'ADN, ces cadres de lecture impriment dans la génération suivante des capacités qui sont néfastes au porteur. Donc ce n'est pas un raisonnement lamarckien. Ou alors des capacités qui peuvent être profitables au porteur également. Mais de regarder ces expériences sur les souris stressées. On a expérimentalement stressé des souris en laboratoire, on les a fait se reproduire. La descendance de ces souris, on les a élevées en conditions non stressées. Elles ont un déficit de croissance de 40% et elles ont des comportements de souris stressées alors qu'individuellement, elles n'ont pas été stressées. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'épigénétique, c'est-à-dire l'héritabilité via ces modifications périphériques de l'ADN, l'épigénétique rend compte d'expériences individuelles des parents transmises à la descendance, néfastes pour la descendance, comme bénéfiques pour la descendance. Si ça avait été un processus lamarckien, on aurait la transmission uniquement que des expériences bénéfiques. Hein. Donc l'épigénétique moderne, elle est darwinienne, elle n'est pas lamarckienne. Hein. Alors Darwin, donc son principe, rapidement, son principe va consister à prendre au sérieux cette variabilité intrinsèque des espèces, une variabilité que l'inné va lui négliger. Hein. Aptitude naturelle à varier. Premier constat, je vous l'ai dit, Darwin ne connaît pas les sources de la variation. Peu importe, il suffit de partir du constat que ça varie. Deuxième propriété, cette variation, elle se laisse sélectionner. Un gros travail de Charles Darwin sur les horticulteurs et les éleveurs pour constater que on emmène les espèces vers des destins qu'elles n'auraient jamais atteints dans la nature en triant simplement les variants qu'on va faire se reproduire. En 15 000 ans, ce machin-là, qu'on appelle un loup, par convention, eh bien en 15 000 ans, on en fait des choses aussi différentes. D'ailleurs, on n'arrive plus à faire des bébés là. Hein. C'est la différence de taille. Il y a un potentiel de variation qui est phénoménal. Et surtout, il y a une propriété que là aussi, il suffit de se pencher pour la constater, ce qu'on appelle la sélectionnabilité, une aptitude naturelle à être sélectionnée. La question qui se pose pour Charles Darwin, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas des processus dans la nature qui auraient les mêmes effets que ceux qu'on voit lorsque les horticulteurs et les éleveurs se permettent de guider les croisements et de permettre à certains variants de faire plus de petits que d'autres. Troisième constat de Darwin,
Un troisième constat qui se surajoute aux deux premiers, celui de variabilité et celui de sélectionnabilité, il y a un constat d'aptitude naturelle au surpeuplement. Excusez-moi de la métaphore, mais les êtres vivants se comportent un peu comme des logiciels à faire des petits, quoi. C'est-à-dire que s'il y a de la bouffe et s'il y a de l'optimum physico-chimique, les vivants vont pulluler, fatalement. Ils sont câblés pour pulluler, permettez-moi l'expression. C'est vrai à toutes les échelles. En 2050, on sera plus de 9 milliards, nous, les humains. On est en train de pulluler, en fait. Donc s'il y a de la ressource, s'il n'y a pas de limitation, ça pullule. Ce potentiel à la pullulation, il est présent dans chaque être vivant. Et donc, cette aptitude naturelle au surpeuplement fait calculer à Darwin qu'il doit bien se passer quelque chose quand même. Il calcule, alors j'ai oublié les chiffres, hein, je ne l'ai pas là, mais vous souvenez-vous peut-être, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, du calcul que Darwin fait sur les éléphants. Il se met dans les conditions les plus limitantes pour son calcul, il prend des gros animaux, c'est-à-dire des animaux dont le temps de génération est très long, et il se dit, alors s'il n'y avait pas de limite à la pullulation des éléphants, en combien de générations toute l'Afrique pourrait être couverte d'éléphants? Et en fait, il trouve que dans très peu de temps, je ne sais plus combien, mais en très peu de temps, l'Afrique serait complètement couverte d'éléphants, on pourrait plus en mettre un de plus, si vous voulez. En fait, ce qu'il est en train de calculer, c'est que le potentiel de pullulation est exponentiel, alors que les ressources, elles, ne croissent que linéairement. Et donc, il se dit, il y a bien quelque part une limitation à cette pullulation. Il se souvient avoir fait du terrain dans les forêts brésiliennes. Je vous rappelle qu'entre 1831 et 1836, il fait son voyage autour du monde sur le Beagle et qu'il visite pas mal de contrées, dont les forêts brésiliennes, les forêts tropicales, et dans des milieux non perturbés par l'homme. S'attendait-il à voir une seule espèce qui aurait remporté la course à la pullulation? Non, pas du tout. Il y a un paradoxe, c'est que moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu recèle d'espèces en coexistence. Et donc il y a un paradoxe. Quand l'homme ne vient pas semer la zizanie, en fait, on a plein d'espèces ensemble, alors que chacune a un potentiel à la pullulation. Vous en faites une déduction de ça. Il en fait une déduction. C'est que forcément, chaque espèce devient le facteur limitant de l'espèce voisine. D'où cette idée de sélection naturelle. Qu'est-ce qui fait que la variation énorme, intraspécifique, est canalisée dans des régularités? Je dis bien canalisée dans des régularités. Je ne suis pas en train de vous parler des espèces qui changent là. Je vous parle de qu'est-ce qui fait que les espèces sont stables, précisément. Eh bien, c'est le fait qu'elles sont dans des optima physico-chimiques et des voisinages avec d'autres espèces qui contraignent la variation à s'exprimer. Seulement certains variants vont être autorisés à se reproduire. Et là, je parle de l'apparition d'une régularité. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ceux des variants momentanément pourvus d'une combinatoire favorable à la survie dans le milieu dans lequel on est là, hein, pas pour toujours, dans le milieu ici et maintenant, vont pouvoir faire peut-être plus de petits que le variant alternatif au même trait. Et ces variants momentanément avantagés dans la reproduction vont finir par, dans les générations suivantes, laisser leurs traits jusqu'à une fréquence de 100%. Et là, vous avez l'apparition d'une stabilisation. Alors, vous allez me dire, je joue avec les mots. Si un variant se stabilise à 100%, c'est que l'espèce a changé. Donc on est à la fois en train de parler d'une stabilisation, donc d'une régularité, mais aussi d'un changement. Et ce même raisonnement explique aussi le changement quelque part. Parce que si le milieu change, ce qui ne manque jamais de se produire, un milieu n'est jamais stable à jamais. Alors certainement pas à l'échelle de temps dont on parle là, à l'échelle des générations des organismes, les milieux changent. Les climats varient, de nouvelles espèces arrivent dans un milieu, ça perturbe les conditions, il se met à tomber des pluies acides, enfin je ne vous fais pas la liste de toutes les joyeusetés qui peuvent se produire. Les milieux changent, donc demain les variants qui sont triés ne seront pas les mêmes. Donc ce principe, il est très élégant, il est très parcimonieux, parce qu'il explique à la fois pourquoi vous avez des stabilités quand les milieux sont stables, et pourquoi vous avez des changements quand les milieux changent. Eh bien vous voyez, je vous ai parlé d'évolution sans parler d'ADN. Oh, ça fait du bien, non? Pendant 50 ans, depuis 1953, dans tous les programmes scolaires, les enseignants se croient obligés de parler de l'ADN quand on parle d'évolution. Vous pouvez très bien comprendre les principes de l'évolution sans connaître le support matériel de l'hérédité. Il suffit de constater que quelque chose se transmet.
Ce que je vous dis là est super important. J'ai l'air de blaguer, mais en fait non. C'est super important parce que avec ce centrement qu'on a produit sur l'ADN, on s'est dispensé d'appliquer le phénomène variation-sélection, variation-héritabilité-sélection, à des entités qui n'étaient pas des cellules. Un jour, peut-être dans un débat cet après-midi, on verra que peut-être bien que les protéines sont sujettes à variation, transmission à des alter-ego d'une conformation tridimensionnelle, et donc dès lors, possibilité de tri par des conditions du milieu, c'est-à-dire sélection naturelle appliquée à des protéines globulaires. Si ça se trouve, l'origine de la vie, c'est juste des protéines, c'est même pas des cellules. Bon, je ferme la parenthèse, on y reviendra cet après-midi, mais nous sommes arc-boutés, et je sais pourquoi, je pourrais vous le raconter cet après-midi si vous voulez, nous sommes arc-boutés sur l'ADN pour essayer de comprendre l'origine de la vie, alors qu'il faut, pour comprendre l'origine de la vie, s'arc-bouter sur le principe de sélection naturelle. Et donc, quitter une molécule ou une autre, laquelle des classes de molécules manifesterait une stabilité physico-chimique suffisante d'une part, et serait capable de transmettre une conformation tridimensionnelle à un alter-ego par contact d'autre part, qui puisse être sélectionné par l'environnement, vous pourriez avoir une définition du vivant qui vous fait quitter le monde des cellules et quitter le monde de l'ADN. Vous pouvez parler d'évolution sans parler d'ADN, c'est ce que je viens de faire. Le raisonnement darwinien, il n'a pas besoin d'ADN, Darwin ne connaissait pas l'ADN d'ailleurs. Bon, alors si on résume le principe, une variation à la surface d'un porteur, laquelle se trouve sélectionnée par les conditions de l'environnement. Là, l'environnement, l'exemple qui est donné ici, c'est cet oiseau, là par exemple, qui ne voit que les verts, il ne voit pas les jaunes. Et donc il y a une reproduction différentielle des variants à cause de la prédation, ça peut être d'autres causes bien sûr. Pour que ça marche, mon histoire, évidemment, vous devez vous intéresser à un trait qui est héritable, qui est transmissible à un alter-ego. Alors, je parle de la manière la plus générale possible. Nous nous sommes arc-boutés sur les cellules sexuelles et, la transmission uniquement par les gènes d'un certain nombre de traits à la génération suivante. Le principe de sélection naturelle peut être plus large que ça. Au XXe siècle, les gènes ont été considérés comme des notaires et comme des régisseurs de ce qui allait se passer à la génération suivante. On n'en est plus là aujourd'hui. On transmet beaucoup plus que des gènes, on le sait très bien, et tout ce qui est transmis, en fait, peut être sujet à sélection naturelle. Et je vais même jusqu'à vous dire que la transmission, pas par de la reproduction, mais la transmission d'une conformation tridimensionnelle par contact d'une molécule à l'autre, peut être l'image d'une transmission, d'une propriété. Donc si une propriété se transmet entre entités physiques, et si les conditions du milieu sont stringentes, vous pouvez avoir des effets sélectifs. J'ai élargi le raisonnement là, hein. Je sors un peu de la reproduction sexuée telle qu'on l'a apprise à l'école. Alors ce que j'appelle hérédité, vous pouvez mettre le mot transmission éventuellement. Donc bref, si votre trait peut être transmis à une entité, à un alter-ego si vous voulez, eh bien vous pouvez avoir un effet sélectif. Au bout d'un certain temps, une stabilité a émergé, c'est-à-dire en fait ici, au bout de quelques générations, il ne restera plus que des jaunes. Et puis ça continue, n'oubliez jamais que la matière s'altère. Alors ça c'est souvent ça aussi, quand on montre des exemples comme ça, qui sont des exemples canoniques, pédagogiques, on termine l'histoire en disant, bah, regardez, on est arrivé là, mais la matière n'arrête pas de changer, les variants continuent d'apparaître. Donc c'est un tapis roulant en fait. Vous devez considérer que le vivant est un changement perpétuel. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas, la matière sous-jacente est en changement perpétuel. Alors il y a un piège dans cette histoire, qui est un piège culturel, c'est que cette sélection naturelle dont je viens de vous parler, elle est réduite la plupart du temps à une compétition interindividuelle pour la captation des ressources. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir un variant qui va laisser sa trace dans la génération suivante à une fréquence de 100%? C'est parce que tous les variants n'ont pas accès également aux ressources. Alors effectivement, il va y avoir des actes que les organismes vont commettre pour subvenir à leurs besoins, et parfois ces actes vont se faire au détriment d'alter-ego, des êtres vivants, effectivement, par exemple, défendent un territoire de chasse. Pas tous, mais beaucoup le font. Alors, vous avez deux images canoniques culturelles de la sélection naturelle. Soit la compétition interindividuelle pour la captation des ressources, soit le camouflage, l'exemple que je viens de vous montrer. Ça, ce sont deux conséquences sélectives, mais il y en a un bon paquet de conséquences sélectives. Et qu'elles se contrecarrent les unes les autres.
Et là, je vous emmène tout doucement vers cette idée que la sélection naturelle ne mène pas à des perfections, mais elle mène à des compromis. Pour comprendre ça, il faut s'interroger laquelle des variations va avoir tendance à se maintenir dans les générations suivantes. En fait, 1, la variation qui, si elle est héritable, va conférer à son porteur une ressemblance au milieu. Évidemment, vous devinez pourquoi, on vient de le voir, cette ressemblance va faire échapper le porteur à la prédation. Ça explique pourquoi, oh là là, que le monde est bien fait, regardez, les ailes de cet insecte miment magnifiquement la forme des feuilles de l'arbre sur lequel l'insecte se tient. Que le monde est bien fait, que le monde est harmonieux. Ce qui est génial avec la sélection naturelle, c'est que vous avez l'apparition d'optimisation apparente sans concepteur. Et ça nous prend encore à rebrousse-poil. Demandez n'importe quel public dans la rue, là, tout de suite, ça, c'est apparu par hasard. Les gens vous diront non, c'est pas possible, c'est pas apparu par hasard. Et non, c'est pas apparu par hasard, c'est apparu par sélection précisément. Mais la sélection, pour ce faire, elle a besoin d'un hasard initial. Le premier à avoir eu cette intuition, c'est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, un physicien du XVIIIe siècle. Maupertuis, un esprit fulgurant, étonnant, nous dit l'harmonie apparente de la nature. C'était l'époque où on avait du finalisme. Bernardin de Saint-Pierre, rappelez-vous, qui nous disait qu'il y a des côtes sur la surface des melons, parce que Dieu avait prévu que nous puissions manger les melons en famille, et donc on peut couper les côtes le long des... Et puis, pour inviter les voisins, il y a la citrouille. Dieu a fait la citrouille pour qu'on invite les voisins à manger. Maupertuis prend le truc à l'envers et il vous dit « Mais l'harmonie apparente de la nature n'est-elle pas le résultat d'un vaste jeu d'essais-erreurs ? Est-ce que finalement l'harmonie apparente n'est pas seulement la survie de combinatoires fortuites, certes au moment où elles se produisent, mais compatibles finalement avec la survie ?» Et cette intuition, vous la retrouvez dans la pensée de Darwin. Nous sommes émerveillés de l'harmonie apparente de la nature, mais cette harmonie, elle part d'un hasard foncier, mais c'est un hasard qui est trié ensuite. Donc on n'obtient pas un œil par hasard, on obtient un œil par sélection. On n'obtient pas un estomac ou un numérus par hasard, on l'obtient par sélection. Donc les gens qui vous objectent à l'évolution en vous disant « Ah, on ne peut pas avoir un œil par hasard », ils vous font un tour de passe-passe. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Alors, l'harmonie apparente du monde naturel, elle est le fruit, vous l'avez vu, donc, d'un cumul de celles des variations qui sont apparues et qui ont eu un effet bénéfique pour leurs porteurs. Pourquoi est-ce que la nature nous paraît bien faite ? Elle nous paraît bien faite parce qu'en fait, vous avez un effet cumulatif des variations favorables, vous n'avez pas d'effet cumulatif des variations faites défavorables puisqu'elles s'éteignent, bien sûr, et vous n'avez pas non plus d'effet cumulatif des variations neutres. Donc seules les variations favorables se renforcent mutuellement. Et vous avez donc cette impression d'harmonie. Vous voyez ce turbo, il a la couleur magnifiquement conforme à la couleur du substrat sur lequel il se tient. Deuxième conséquence sélective, ce que les journaux d'économie adorent quand ils parlent de darwinisme, la compétition interindividuelle pour la captation des ressources. Alors ce malentendu, il vient d'une formule malheureuse, je ne sais pas, mais mal traduite en tout cas. Darwin parle de struggle for life. Struggle for life, c'est la lutte pour l'existence. Mais on a traduit en français parfois par combat pour l'existence. Et donc du coup, on s'est imaginé un monde, ça, Jean-Marie Pelt tient dans ses conférences, il a rien compris au darwinisme, mais dans ses conférences, il nous le ressort à chaque fois. Le darwinisme, c'est un monde de coups, tous contre tous, moi je vais vous raconter l'harmonie. Mais l'harmonie du monde, ça ne veut rien dire, c'est une notion de valeur, et puis Darwin a pensé l'adéquation des formes et des fonctions dans la nature. Il l'a pensé aussi. La pensée de Darwin, ce n'est pas la lutte de tous contre tous, ça c'est ce qui fait plaisir aux journaux d'économie. Quand on vous parle de darwinisme en économie, c'est qu'on organise la compétition entre les entreprises. C'est ce qu'on appelle de la prédation idéologique. Hein. On croit justifier le libéralisme économique en allant chercher Darwin, ça fait smart dans les salons. Le struggle for life pour Darwin, ce n'est pas la lutte de tous contre tous, c'est simplement les efforts que les organismes doivent faire pour subvenir à leurs besoins. S'occuper de ses petits, c'est du struggle for life. Séduire une femelle ou séduire un mâle, la plupart du temps c'est d'ailleurs séduire une femelle, c'est du struggle for life aussi. Épouiller son voisin en tant que relation sociale, c'est du struggle for life. Aider son voisin, c'est du struggle for life. Donc la lutte pour l'existence, c'est l'ensemble des actions que les organismes mènent compatibles avec leur propre survie.
Donc la gamme des actions est extrêmement large, y compris les actions coopératives. Malheureusement, c'était traduit par Combat pour la vie, ce qui fait qu'on a gardé cette image de la sélection naturelle, vous voyez, dans l'image médiatique que vous conservez, c'est des individus qui luttent pour conserver un territoire de chasse, ou qui luttent pour séduire par exemple les femelles, mais ce n'est qu'une des conséquences sélectives parmi de nombreuses. Troisième conséquence sélective, ceux des variants qui permettent à leurs porteurs d'attirer l'attention du sexe opposé vont forcément se répandre dans les générations, puisque cette variation, par cette capacité-là, va vous donner accès précisément à la reproduction. Et donc c'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Alors attention, pour Darwin, la sélection sexuelle et la sélection naturelle sont deux concepts différents, alors qu'aujourd'hui, dans la biologie d'aujourd'hui, la sélection sexuelle est une des conséquences dérivées de la sélection naturelle. Donc la sélection sexuelle, c'est ce type de sélection qui explique pourquoi certains organes ne sont pas propices au déplacement des organismes pour fuir un prédateur ici, mais l'organe a un rapport avec l'accès au sexe opposé. Ici, vous avez la traîne du paon mâle. Alors, exemple canonique, on a pris des paons dans un parc. Il y a des paons à qui on a arraché les plumes, on leur a fait une queue toute mitée, et puis il y a des paons à qui on a rajouté des plumes. Et puis on a fait des statistiques sur le consentement des femelles à s'accoupler avec les mâles au moment de la parade lorsqu'ils font la roue. Et il est statistiquement montré que les femelles préfèrent s'accoupler avec les pans dont la roue est la plus fournie, la plus magnificente. On a vraiment des raisons sérieuses de penser que cette traîne magnifique qui a un rapport avec le succès reproducteur de l'individu. Donc il y a des organes qui sont là, non pas parce qu'ils permettent de se déplacer et de capter de la ressource, mais ils sont là comme manifestation aux yeux du sexe opposé. Alors les bois des cervidés typiques, c'est de la sélection sexuelle. Hein. Les biches, elles n'ont pas de bois. Les bois des cervidés sont des organes qui sont rituellement utilisés dans la lutte, précisément, interindividuelle, pour la captation des harems de femelles. Hein. Quatrième modalité, ou plutôt quatrième conséquence sélective, n'oubliez jamais qu'il n'est pas un organisme vivant qui soit seul. Ça, c'est une projection de nous-mêmes sur la vie. Nous avons l'impression d'être autonomes, nous ne le sommes nullement, ni biologiquement, ni psychiquement, ni socialement. Nous ne sommes certainement pas des êtres isolés. Le premier des événements dans votre vie à vous le rappeler, c'est le parasitisme. Vous avez tous eu des poux quand vous étiez petits à l'école. Que personne ne vienne me dire qu'il n'a jamais eu de poux. Dans toutes les écoles primaires, un jour ou l'autre, on a des poux. Et là, on comprend qu'effectivement, on a une expérience dans sa vie de ce que c'est que le parasitisme, mais nous vivons dans des conditions d'hygiène tellement exceptionnelles, historiquement et géographiquement, ici en France. Nous vivons dans des conditions d'hygiène tellement exceptionnelles que nous oublions que le parasitisme est une donnée incontournable du vivant. Regardez n'importe quelle bestiole dans la nature, vous trouverez toujours des parasites dessus. N'importe laquelle. Et donc ça, on a tendance à l'oublier, c'est que l'association des espèces, ce qu'on appelle la symbiose, vivre ensemble, peut partir d'une situation où chaque espèce est une ressource pour toute autre, et donc vous avez le parasitisme, association à bénéfice déséquilibré, les puces, les poux, les ténias, la douve du foie, mais le curseur peut... Évidemment, une population a toujours des parasites. Vous avez des chats ou des chiens chez vous, immanquablement, un jour ou l'autre, ils ont des puces. Ça coupe pas. Mais à force d'avoir des parasites, de proche en proche, le curseur va aller vers, de temps en temps, un bénéfice mutuel déséquilibré vers un bénéfice mutuel équilibré, et on va avoir ce qu'on appelle le mutualisme, c'est-à-dire l'interdépendance d'espèces, les unes par rapport aux autres, avec bénéfice mutuel. Alors, bon, l'exemple classique, ce zèbre laisse manger les pique-bœufs à la surface de son pelage. Le pique-bœuf y trouve évidemment sa nourriture, et le zèbre, lui, se débarrasse des parasites de son pelage. Alors, des exemples de mutualisme, il y en a plein, et là aussi, on oublie toujours de l'enseigner. Le mutualisme est une situation sélectionnée. C'est-à-dire que le principe consiste à mesurer que chaque partenaire fait plus de petits en étant associé avec l'autre qu'il n'en ferait s'il n'était pas associé. Le mutualisme émerge par sélection naturelle.
Donc je ne sais pas si vous avez compris, mais la sélection naturelle, ça n'est pas que la lutte interindividuelle pour la captation des ressources, ça n'est pas que des rapports de prédation. Ces rapports peuvent dériver vers des situations que nous qualifions d'harmonieuses parce que nous projetons nos propres valeurs sur la nature, mais ce sont des situations d'équilibre, si vous voulez. Bon, que vous dire de ce gastéropode marin qui a incorporé les chloroplastes des algues dont il se nourrit et il fait de la photosynthèse avec ça. Vous ne pourriez pas digérer sans votre flore intestinale symbiote. Je vous garantis que si vous buvez 1 litre d'eau distillée, ça va mal se passer pour vous. Non mais sérieusement, vous avez 1000 fois plus de cellules dans votre tube digestif qui ne sont pas celles que vous transmettez via vos cellules sexuelles que vous n'en avez à vous, des cellules. Alors, dire qu'elles sont à vous, là aussi le langage dérape, parce que ces cellules-là que nous avons dans notre tube digestif, elles sont autant à nous que le sont les cellules de notre propre génome. Décentrez-vous de l'ADN et regardez une biologie intégrée. Certes, le bébé, quand il naît, son tube digestif est axénique, mais il ne faut pas 2 jours à la mère pour transmettre à son bébé les germes de sa propre flore intestinale. Enfin, sa propre flore du tube digestif, si vous voulez. Et donc, le bébé est ensemencé par sa mère. Donc, il y a une transmission qui ne passe pas par les gamètes, mais il y a une transmission de la flore de la famille aux enfants. Donc, il faut penser aujourd'hui des modes d'héritabilité élargis si nous voulons comprendre ce qui se passe en biologie. Et la dernière des choses, pour vous dire à quel point la symbiose est intime, vous reconnaissez cet organite, vous connaissez tout ça, vous avez vu ça en terminale, au moins. La mitochondrie. La mitochondrie, il y a de l'ADN dedans. Et quand vous regardez le langage génétique de cet ADN, ça cause le dictionnaire bactérien. En fait, cette mitochondrie, elle cause le langage des bactéries. Alors comment est-ce qu'on peut se trimballer dans nos cellules, parce que je vous rappelle que ça c'est à l'intérieur de nos cellules, c'est dans le cytoplasme, c'est ce qu'on appelle un organite cellulaire. Comment est-ce qu'on peut avoir des organites dans nos cellules dont le langage est celui des bactéries ? Eh bien, vous le comprenez par une symbiose qui s'est produite il y a un peu plus de 2 milliards d'années et qui a incorporé une cellule bactérienne à un eucaryote unicellulaire. Alors ne me demandez pas comment ça s'est passé, il y a plusieurs scénarios qui se construisent, mais toujours est-il que l'origine endosymbiotique des mitochondries et des chloroplastes pour les plantes, parce que l'organite avec lequel les plantes font leur photosynthèse, c'est la même chose. Il y a de l'ADN dedans qui cause le langage des bactéries. Donc les organites intracellulaires de toutes les plantes et de tous les animaux sont des traces de symbiose. Je ne sais pas si vous imaginez la généralité de la symbiose. Alors on ne le souligne pas assez, mais la symbiose est une caractéristique du vivant obtenue par voie sélective. C'est rarement enseigné comme une des conséquences sélectives précisément. Et dernière des conséquences sélectives, là je vous parlais d'associations interspécifiques, mais parlons des associations intraspécifiques. L'union fait la force, les individus qui coopèrent dans les tâches de survie, c'est-à-dire les tâches du struggle for life, font plus de petits par tête qu'ils n'en feraient s'ils ne coopéraient pas. Et donc vous avez l'origine des comportements sociaux, alors là aussi beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Les sociétés d'insectes eusociales, évidemment, les insectes eusociaux sont des exemples canoniques, mais il y a beaucoup plus de coopération qu'on ne veut bien vous le dire dans le journal Les Échos, dans la nature. Le recrutement, par exemple, de comportements sanitaires vers des comportements d'apaisement social et de relations sociales, créant de la cohésion dans les sociétés, eh bien, on le trouve chez beaucoup de primates. On trouve ces comportements chez beaucoup de primates. Le chat, le papotage chez le boucher ou le chat sur le téléphone portable, c'est de l'épouillement. C'est la même fonction. Avec votre pouce opposable que vous exaptez. Ça tenait à servir des... Enfin bref, je suis en train de me disperser, mais ce pouce opposable qui vous servait il y a 65 millions d'années à attraper des branches, aujourd'hui, il vous sert à chatter. C'est ce qu'on appelle de l'exaptation, recrutement d'un organe qui n'a pas changé pour une fonction qui, elle, change. Mais j'aime bien vous parler des lycaons. Dans une même famille de vertébrés, vous avez des loups hyper hiérarchisés,
chez lesquels seule la tête de la harde est autorisée à se reproduire. Ici, vous avez le contraire. Dans la savane africaine, vous avez ces canidés sauvages, qu'on appelle des lycaons, le loup piqueté, qui sont dépourvus de toute hiérarchie. Et c'est un des plus beaux exemples de mutualisation de l'effort de chasse. Là, je vous donne juste un exemple de l'émergence évolutive de l'entraide et de la coopération. Ces animaux font leurs petits dans un terrier, ils protègent leurs petits dans un terrier, et ils ont comme caractéristique de pratiquer une chasse à l'endurance. Contrairement au guépard qui tue sa proie à la fulgurance, eux, ils tuent leur proie en l'épuisant. C'est de l'endurance. Donc ils vont faire péter la crosse aortique d'un zèbre ou d'un gnou en le faisant courir sur 35 km. Et à peine le bestiau est tétanisé qu'il le dépiote sur place. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces loups qui chassent à l'endurance, comme évidemment, la proie elle est tuée à plusieurs dizaines de kilomètres de la tanière. Donc on va laisser les petits à la tanière, on va faire ce qu'on appelle une crèche. Ça c'est général. Je fais du terrain en Antarctique, les crèches de manchots, ça se fait chez les oiseaux, les crèches aussi, quand les conditions sont stringentes. Les crèches, c'est un phénomène assez général. Là où on a une crèche, il y a 3 adultes qui vont garder les petits, 2 ou 3 adultes. C'est jamais les mêmes d'une chasse à l'autre, ça tourne. Et puis le reste de la troupe va partir prendre la proie en chasse. La proie sera tuée, donc je le disais, à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Elle sera dépecée sur place. La viande sera ingurgitée. Les loups rentrent à la tanière et ils régurgitent la viande qui a été ingurgitée à tous les individus, indépendamment du degré de filiation entre ces individus. Donc il y a ce qu'on appelle une mutualisation de l'effort de chasse. On observe ces comportements chez beaucoup de colonies de chauves-souris aussi, où l'allaitement des femelles, des petits par les femelles, est un allaitement indistinct du degré de filiation dans la colonie de chauves-souris. Donc il y a des effets de redistribution des bénéfices sur des populations. Alors c'est ce qu'on va appeler l'entraide. Et ça, c'est pas. Il y a aussi un grand leitmotiv culturel, malheureusement, qui revient trop souvent, c'est que on parle de la compréhension darwinienne de l'évolution seulement en termes de compétition, alors que dès 1871, Darwin parle de l'entraide comme quelque chose de sélectivement émergent. Donc en fait, l'entraide, c'est autant du darwinisme que la compétition. Mais ça a été oublié. Et on sait pourquoi, tout ça c'est bien documenté. À partir de 1860, Herbert Spencer utilise la compétition darwinienne, mais seulement la compétition, pour l'élever au rang de philosophie politique. C'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme politique de Spencer. En 1880, un journaliste français va appeler cet évolutionnisme philosophique darwinisme social, c'est-à-dire qu'en fait Spencer préconise qu'on n'aide pas les pauvres dans la société victorienne, parce que si vous commencez à aider les existences socialement indésirables, vous allez baisser la qualité de la population anglaise. Et ça, c'est pas Darwin qui dit ça, c'est Spencer. Darwin n'a jamais accrédité les idées de Spencer. Et je peux vous garantir que les libéraux anglais ont gardé cette pseudo-justification scientifique d'un système qui les arrange. Ils l'ont toujours gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que vous aurez toujours sur le web cette adéquation entre darwinisme d'un côté et compétition destructrice de l'autre. Ce qui historiquement est absolument faux. Lisez La filiation de l'homme en 1871, Darwin fait état de la coopération comme même l'origine naturelle de la morale. Énième scandale de Darwin, naturaliser la morale. Je vous rappelle qu'à l'époque, la morale, c'était les théologiens qui en avaient le monopole. Alors, au stade où j'en suis, je vais passer. Ça, c'était sur le processus de l'évolution. Je terminerai sur ces modalités sélectives par un message. Vous voyez que les conséquences, ce ne sont pas des modalités sélectives, ce sont plutôt des conséquences sélectives. Elles se contrecarrent les unes les autres, et ça, on doit le retenir. C'est-à-dire que vous allez tout de suite comprendre que ce qui est bon à certains niveaux peut ne pas être bon à d'autres niveaux. Le paon dont je parlais tout à l'heure, la queue magnificente, la traîne magnificente de plumes
du pan mâle va l'handicaper lorsqu'il va devoir fuir un prédateur. En biologie de l'évolution, on calcule en quelque sorte des coûts et des bénéfices, si vous me permettez de faire une métaphore économique. Un organe apparaît, certes, mais il peut apparaître avec un prix à payer en termes de nombre de petits à côté. Donc ce sont des compromis qui émergent, pas des perfections. Là, vous voyez, on parlait des comportements coopératifs. Nos sociétés, les nôtres, sont l'entrelac de comportements coopératifs et de comportements égoïstes. Les deux comportements sont sélectionnés. Cette image que vous voyez ici, elle habite nos sociétés. Nous sommes des êtres qui nous faisons la compétition entre nous, et ô combien, mais nous sommes aussi des êtres qui coopérons. Donc les deux tendances contradictoires sont sélectionnées en même temps. Et donc, il n'y a pas de sélection naturelle unitaire et qui produirait des perfections. Les êtres vivants sont des compromis. Pour terminer sur ce point, je ne vais pas m'étendre plus sur la sélection naturelle, mais je voulais juste dire que le changement, la stabilisation de variants dans les populations n'est pas que sélective. Là aussi, il ne faudrait pas commettre l'erreur d'être pan-sélectionniste, c'est-à-dire de penser que toute apparition de caractéristiques soit nécessairement sélectionnée. On peut avoir des structures qui sont là, non pas parce qu'elles sont bénéfiques à leurs porteurs, mais parce qu'elles sont pas trop néfastes en fait. On peut avoir dans des petites populations l'émergence de caractéristiques qui ne sont pas favorables à la survie du porteur, mais qui sont, parce que la population est de faible effectif, émergentes stochastiquement parlant. C'est ce qu'on appelle les effets de la dérive génétique sur des petites populations. Vous pouvez avoir la stabilisation de caractéristiques qui ne soient pas sélectives. Ça s'est été rajouté après Darwin, bien sûr. Hein. C'est autre chose que la pensée de Darwin, mais ça se surajoute, si vous voulez, à ce que Darwin a trouvé. Donc tout n'est pas sélectif non plus, aujourd'hui. On n'est plus dans le tout sélectif des années 50-60, des années du milieu du XXe siècle. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur ce processus qu'on appelle l'évolution. L'image d'évolution, je ne vais pas en parler parce que finalement, ce n'est pas le principal et qu'il est déjà 10h30 bientôt. Donc, je vais vous laisser de côté ces grandes idées que Darwin a eues dans son schéma principal. Hop. Je m'en tiendrai juste à vous dire que sur le plan de ce qui explique la régularité, Darwin avait vu juste, son mécanisme est toujours valable aujourd'hui, même s'il a été pondéré avec d'autres mécanismes. Sur le plan des structures, c'est-à-dire l'interprétation du partage des structures dans le vivant, Darwin a une grande idée, c'est-à-dire que vous avez des flux de génération qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, certes, mais quand là le temps s'écoule, vous regardez la nature ici et maintenant, vous avez l'impression que les espèces sont réelles. Tout à l'heure, vous avez souri quand il y avait un éléphant qui montait un rhinocéros. Vous savez bien que la formule ne marche pas. Donc vous avez l'impression que l'espèce est réelle. Alors effectivement, les humains, qu'est-ce qu'on appelle une espèce? Et ça sera je terminerai là-dessus sur la première moitié de la matinée. L'espèce nous paraît réelle parce que nous avons une vision de la nature qui est synchrone. La nature ne change pas à nos yeux. Les êtres vivants qui changent dans un tempo compatible avec la vie humaine sont tout petits. C'est pas un paradoxe, c'est un fait un peu navrant. Vous n'aurez jamais la chance de voir une population de girafes se transformer en une population d'autre chose dans le temps de votre vie. Les organismes qui sont gros ont des temps de génération longs. Les organismes qui sont tout petits ont des temps de génération courts. Ça se corrèle à peu près. Hein. Et donc, les organismes dont les changements manifestes pourraient se produire dans le temps de votre vie, ils sont de la taille d'une drosophile, ou plus petit qu'une drosophile. C'est-à-dire, une drosophile, c'est 3-4 mm, hein, je ne sais plus très bien. Enfin bon, ces toutes petites mouches là qu'on voit voler autour des fruits. Ces petites mouches là, si vous voulez voir leur anatomie, il faut prendre une loupe binoculaire. Une loupe binoculaire, c'est pas très... bon, à l'œil nu, c'est un peu dur, mais à la loupe binoculaire, on voit bien ce qui se passe. Donc ces organismes-là, avec des temps de génération de 3 semaines à 1 mois,
on arrive en laboratoire à voir du changement dans les populations. Et puis à la taille au-dessus, ça devient difficile de voir du changement. Ça dépend aussi de l'effectif de la population, je vous l'accorde, mais en gros, l'évolution est un phénomène ingrat parce que les organismes que vous pourriez voir changer à l'échelle de leur population dans votre vie, ils sont tout petits. Et les organismes que vous voyez avec vos yeux, ils sont trop gros pour que vous puissiez en voir des changements manifestes dans les populations. Donc c'est un peu un point aveugle, l'évolution. Du coup, quand on voit des espèces dans la rue, là, on se dit, bah oui, les pigeons ne se reproduisent pas avec les poules, c'est sûr. Ah oui, les chats ne font pas de petits avec les chiens, d'accord. Donc les espèces sont réelles. Le génie de Darwin, et ce qui est aussi un peu celui de Lamarck, c'est d'avoir pensé que les espèces ont une histoire. Pour Linné, il n'y avait pas à se poser la question, il n'y avait pas d'histoire. Les espèces ont été créées de la main divine le jour de la création. Donc les espèces sont réelles pour Linné. Le caractère conventionnel de l'espèce ne vous apparaît que si vous acceptez de regarder théoriquement la profondeur du temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle la diachronie. Dès lors, certes, le chien et le chat ne font pas de petits ensemble, mais d'où vient le fait que le chat et le chien ont des poils et des pavillons aux oreilles? Vous demandez ça à une classe de CM2. C'est quand même bizarre. Tout le monde sait que les chats et les chiens ne font pas de petits ensemble, mais ils ont des organes en commun. D'où vient la truffe? D'où viennent les pavillons aux oreilles et les poils? Une classe de CM2 en 10 minutes fait du Darwin sans le savoir. Première explication. Ils ont des organes en commun parce qu'ils vivent au même endroit. Alors là, ça c'est ce qu'on appelle le lamarckisme spontané des Français. Ça a été bien documenté, il y a au moins 2 livres là-dessus qui relatent 2 enquêtes. Les Français se disent évolutionnistes, les Français se disent darwiniens. Et quand vous interrogez les Français donc, sur ce qu'ils appellent être darwiniens, en fait ils vous donnent un mécanisme lamarckien. Les éléphants se retiennent de faire pousser leur défense pour échapper à la sollicitation des braconniers en Afrique. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation de la fréquence des éléphants sans défense en Afrique. Donc il y a une des réponses des enfants qui peuvent être bah oui, ils ont des poils, des pavillons aux oreilles et des truffes parce qu'ils vivent au même endroit. Alors il suffit de sortir un ours blanc de son chapeau et de dire bah regardez, l'ours blanc il a des poils, il a une truffe, il a des pavillons aux oreilles et il n'a jamais vu ni un chat ni un chien de sa vie, il ne vit pas du tout même dans le même milieu. Ok. Donc c'est pas le milieu qui fait qu'ils ont la même chose. Deuxième explication qui sort au bout de 10 minutes, non mais ils font pas de petits ensemble, d'accord aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a longtemps, les chats et les chiens, ça faisait des petits ensemble. Et c'est les mamans préhistoriques. Et ça, c'est Darwin. Les mamans préhistoriques, comment expliquer que des êtres vivants qui ont des attributs communs aujourd'hui, comment se fait-il qu'ils les ont, ces attributs, alors qu'ils ne se croisent pas entre eux aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'ils se sont croisés hier. Et donc, si vous avez ça, vous avez le transformisme qui s'installe. Parce que vous demandez à votre classe de CM2, mais dites donc, s'il y a eu des mamans préhistoriques, c'était des chats, les mamans préhistoriques, ou c'était des chiens? Alors, si la maman préhistorique était un chat, ça s'est forcément transformé sur le trajet généalogique entre le chat ancestral et le chien, sinon le chien serait chat, bien sûr. Si la maman préhistorique c'était un chien, ça s'est forcément transformé sur le trajet généalogique entre le chien ancestral et le chat, sinon le chat serait chien. Et puis, si c'est un machin entre les deux, mi-chat, mi-chien, ça s'est transformé depuis sur les 2 trajets, sinon les chats et les chiens ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. L'ascendance commune darwinienne implique la transformation. Et si vous y mettez le mécanisme sélectif, on va dire implique l'évolution. Et ça, c'est le bingo. C'est comme ça que dans des classes de l'élémentaire aujourd'hui, à partir d'une séance de classification, on renoue avec l'évolution, parce que justement, la classification souligne le partage des organes, et que la causalité du partage des organes n'est pas la reproduction, puisque les individus, on sait qu'ils ne font pas de petits ensemble. La causalité du partage des organes, c'est l'ascendance commune, le descent with modification de Darwin, en fait. Et donc ce descent with modification, il est théoriquement gigantesque. C'est qu'en fait, c'est ce descent with modification qui vous donne ce qu'on appelle l'arbre de la vie à grande échelle. La vie est conçue comme le fruit d'une généalogie passée géante, qui explique pourquoi on a du partage de structures, alors que chez des êtres vivants qui aujourd'hui ne font pas de petits ensemble. Je reviens sur l'espèce. Elle nous paraît réelle, l'espèce, parce que vous regardez la nature en synchronie. Mais si vous regardez la nature en diachronie, le caractère conventionnel de l'espèce va vous apparaître. On parlait d'invariant au début, rappelez-vous, on parlait d'invariant. Il va y avoir un moment où sur ce trajet généalogique, je vais devoir décider d'appeler ce machin-là autrement. Parce que si je ne change pas de nom, tout le vivant,
tout l'arbre du vivant va s'appeler pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce? C'est une convention. Qu'est-ce qui existe dans la nature? Des barrières à la reproduction. Ce flux de génération, là, il est scindé par des obstacles. Ne me demandez pas la liste des obstacles, elle est gigantesque, cette liste, des obstacles possibles, qui empêchent que les raisons pour que les changements qui se produisent dans cette branche de génération soient les mêmes que ceux qui se produisent dans cette branche-là. Et vous le devinez pourquoi, l'altération de la matière, elle est fortuite. Aucune raison. Imaginez la complexité de ce que c'est qu'un être vivant. Les changements, vous pouvez avoir des changements à tous les niveaux d'intégration. Aucune raison pour que ces changements se produisent aux mêmes endroits. Résultat des courses, vous avez ce qu'on appelle un principe de divergence. Si on arrête de faire des petits ensemble, on diverge forcément. Et ça, c'est vrai de tous les systèmes complexes. Si je ne vous parle pas d'espèces, mais je vous parle de votre expérience vécue personnelle, vous aviez votre meilleur copain, votre meilleure copine dans la classe de CM2, vous étiez dans la cour de récré, vous faisiez les 400 coups avec votre copine, là c'est génial. On vous aurait pas séparés pour rien au monde. Et puis vous allez dans un collège différent, vous vous fréquentez plus. Vous allez dans un lycée différent, vous faites des métiers différents. Vous vous retrouvez 20 ans après. Oh, qu'est-ce qu'elle a changé hein. Puis alors dis donc, qu'est-ce qu'elle est devenue con hein, là. Bon, voilà. Dès lors qu'on ne se croise plus, quel que soit le mode d'échange entre les entités du monde matériel, si on ne se croise plus, on diverge. Parce que la matière ne change pas de manière concertée. Alors, certes, il y a un effet sélectif qui donne l'impression d'une concertation au bout du compte, mais son principe premier n'est pas la concertation du changement en vertu de l'organisme ou du système dans lequel elle se situe. Donc, vous avez un principe de divergence qui s'installe. Et au bout d'un certain temps, on n'arrive plus à faire de petits ensembles parce que ça a trop divergé. Du coup, on va décider, nous, de donner un nom différent à des entités qui ne se croisent plus. Alors, dit autrement, la définition théorique de l'espèce, c'est un flux de génération non divisé, distinct du flux voisin. On va prendre par convention, la limite qui est là, c'est une limite conventionnelle, hein, c'est nous qui avons décidé de nommer de la même façon tous les individus à partir du moment où ils se seront séparés du flux voisin, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle séparation dans le flux. Cette limite supérieure et cette limite inférieure, ce sont des limites conventionnelles. Elles n'existent pas dans la nature. Il n'y a pas plus de différence entre cet individu-là et cet individu-là qu'il n'y en a entre celui-ci et celui-là. Alors, il y a un principe chez le systématicien que vous devez retenir. On ne confond pas la validité conventionnelle des contenants et la réalité matérielle des contenus. Ça, si vous confondez ça, vous faites de la biologie essentialiste. Ce n'est pas possible en évolution. Un exemple d'erreur qui consiste à faire cela, c'est le film L'Odyssée de l'espèce, où on vous montre une maman Homo erectus dans une grotte, accoucher spontanément d'un Homo sapiens. La maman, elle est juste au bord, là, vous voyez. Et là, elle accouche. Et comme elle accouche en dehors de son espèce, un Homo sapiens, il apparaît. Et évidemment, vous avez compris que c'est absurde. Ce film confond, je le répète, la validité épistémologique du contenant et la réalité matérielle du contenu. Linné avait fait les pachydermes. Les pachydermes, c'est un vieux nom, c'est plus utilisé en zoologie. Ça comprenait les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames, les animaux à peau épaisse, pachydermos, peau épaisse. Eh bien, les pachydermes ont disparu de la zoologie. Les éléphants et les rhinocéros existent toujours, on est bien d'accord. On ne confond pas la validité épistémologique du contenant et la réalité matérielle du contenu. Pour l'espèce, c'est pareil. L'espèce est un contenant. Ce qui existe dans la nature, ce sont des barrières à la reproduction. C'est tout. Donc, par voie de convention, ce qu'on appelle une espèce, c'est une boîte dans ma tête qui est justifiée par le fait qu'un flux de génération est séparé d'un autre par une barrière à la reproduction. Mais j'aurais pu faire des espèces avec des couleurs. J'aurais pu faire les jaunes, les bleus, les verts. J'aurais pu faire des espèces avec la façon dont je le mange ou dont je l'utilise. Alors là, je suis en train de vous plaider un nominalisme de l'espèce. Ça déborde dans beaucoup de sciences, en fait. Hein. Ce qu'on appelle les espèces, c'est une notion, à l'origine, c'est une notion essentialiste. Je conclus avec ce schéma. C'est ce schéma qui est important, et on va aller prendre la pause. Je conclus sur ce tableau. Qu'est-ce que l'évolution explique ? En réalité, je l'ai dit au début, mais je voudrais conclure là-dessus. Qu'est-ce que l'évolution explique ? Je vous disais que l'évolution darwinienne explique au moins autant la stabilisation de ce qu'on appelle une espèce, par convention,
un contenu dont la forme est momentanément stabilisée, ou nous apparaît relativement stable. L'évolution explique autant la stabilisation d'une forme qu'elle en explique le changement. Et ça, vous devez absolument le comprendre. Pourquoi? Parce que Linné pratiquait ce qu'on appelle un réalisme de l'espèce. Ce qui est donné à voir dans le monde réel, ce qui est premier, est l'espèce chez Linné. Là, vous avez ce qui explique et ce qui est à expliquer. Dieu, pour Linné, Linné, je vous le rappelle, fait sa science dans un contexte théologique. Dieu explique les régularités de l'espèce. Pourquoi Darwin est-il si important? Pourquoi on en parle toujours de Darwin? Parce qu'il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. Pour Darwin, ce qui est donné à voir n'est pas l'espèce. L'espèce est conventionnelle, je viens de vous le dire. Pour Darwin, ce qui est premier, ce sont les individus et leurs variations. La sélection naturelle explique comment des individus sont réguliers. C'est énorme, ça vous renverse le monde complètement. C'est pour ça qu'on parle toujours de Darwin. Ernst Mayr, alors je parlais d'Ernst Mayr tout à l'heure. Le problème qu'on a eu au XXe siècle, c'est qu'avec Ernst Mayr, on a eu quelqu'un qui s'est réclamé de Darwin, mais qui a trahi Darwin en partie. En partie, le mot est un peu fort. Mais disons qu'il n'a pas été darwinien jusqu'au bout, dans le sens où Ernst Mayr, l'ornithologiste, donc l'un des fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution au XXe siècle, Ernst Mayr pratique ce qu'on appelle un réalisme de l'espèce. Parce qu'il définit l'espèce essentiellement en synchronie, pas en diachronie. Pas tant en diachronie que ça. Et donc, du coup, pour Ernst Mayr, la sélection naturelle explique le changement des espèces. Pourquoi faut-il expliquer le changement des espèces? Forcément, puisque les espèces sont données à voir. Comment peuvent-elles changer si elles sont données à voir? Elles sont la chose première. Donc pour expliquer comment elles changent, vous avez besoin de la sélection naturelle. Donc moi j'ai appris à l'école, j'ai appris à l'université que la sélection naturelle explique le changement des espèces. Alors que pour Darwin, la sélection naturelle explique la régularité des individus qui font des espèces, au bout du compte par convention. Le monde est renversé là. Et pour finir, le XXIe siècle redevient darwinien, aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui dans une théorie de l'évolution où la sélection naturelle explique effectivement les régularités d'individus et leurs variations, enfin la régularité d'individus malgré leurs variations, et puis explique évidemment, n'exagérons pas non plus, la sélection naturelle explique aussi comment ça change, bien sûr. Mais nous ne sommes plus dans un réalisme de l'espèce aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fini par l'espèce, parce que finalement j'ai commencé par vous servir de la biologie nominaliste, mais effectivement, nous sommes nominalistes en biologie aujourd'hui. La réalité de ce qui existe, ce sont des individus. Les espèces, les familles, les genres, les ordres sont des conventions de langage. Les étiquettes sont des boîtes. Donc l'espèce n'est pas donnée à voir, elle est une convention fabriquée sur une communauté de reproduction. Et de même, au XXIe siècle, on a abandonné la notion de programme génétique. Le programme génétique est une béquille à l'espèce. Pourquoi l'espèce d'où vient l'espèce si elle est donnée à voir? Quand l'espèce a commencé à chavirer, on a été chercher le programme comme invariant, c'est-à-dire comme concept qui, pour se justifier, a besoin que ce qu'il contient soit immuable. Rien dans le corps biologique, rien en matière en fait, vous ne pouvez pas bloquer le changement de la matière. Rien en matière ne vous permet de penser qu'on puisse bloquer, qu'on puisse fabriquer de l'immuable. En biologie, il n'y a jamais que du semblable, il n'y a pas d'identique. Même pas les jumeaux. Vous connaissez cette manip sur les vaches à l'INRA? Avec la méthode Dolly, là, on a pris deux cellules du même individu, on a mis les noyaux dans des ovocytes énucléés, on a laissé se développer le bazar, et les vaches qui sont normalement des clones qui naissent, elles n'ont même pas les mêmes taches sur leur robe. Ne me dites pas que les jumeaux sont identiques. Hein. Il n'y a pas d'identique jamais en biologie. Donc si vous voulez pratiquer une biologie évolutionniste, vous pratiquez une science nominaliste, et il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Donc le programme n'est pas donné non plus, parce que le programme génétique a été la béquille à l'espèce. Il n'y a pas de programme, il y a des impulsions que vous envoyez à la génération suivante, mais la métaphore du programme de 1970 est bien trop forte comme métaphore pour rendre compte de ce qui se passe dans un corps biologique. Voilà pour la première partie de la matinée, on va parler des catégories en deuxième partie de matinée.